Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce quatrième jour ici à la Foire nationale de Verdun sur l'espace Vivre et travailler en harmonie. Le département de la Meuse, le pays de Verdun, la CCI Meuse-Haute-Marne et le Grand Verdun vous proposent donc durant ces 4 jours des conférences, des tables rondes, des interviews. Nous parlons de travail, nous parlons innovation, technologie, numérique aussi, c'est le thème de cette première conférence de ce dimanche matin avec Julien Didry à mes côtés. Bonjour. Bonjour Tom. Vous êtes le président du Pays de Verdun et vice-président du département de la Meuse en charge du numérique et de l'innovation. Nous allons parler donc du numérique ce matin, parler de la fibre plus précisément, et on va rejoindre notre invité qui est en ligne avec nous. Bonjour Alain Sommerlat. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Losange Fibre, donc avec vous on va parler de la fibre. De quoi s'agit-il? Quel est le projet Losange? Losange, c'est de déployer un réseau fibre optique sur l'ensemble du territoire du Grand Est et notamment en Meuse. Et ceci en 5 ans et demi. Donc, tout le réseau devrait être terminé d'ici décembre 2022. Enfin, toutes les communes devront être livrées, terminées en décembre 2022 pour une ouverture commerciale au plus tard 3 mois après. On va en revenir dans un instant. Julien Didry, la fibre, qu'est-ce que c'est? C'est le très 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 haut débit? Bah oui, effectivement, c'est le très haut débit amené à tous les foyers parce que c'est la particularité du plan région qui a été attribué à Losange et dirigé par Alain. L'intérêt, c'est que là, c'est la seule région aujourd'hui en France qui va être capable d'amener la fibre à tous les abonnés et bien sûr de tout le territoire, même à la ferme la plus éloignée. Mais l'intérêt de tout ça, et on en reparlera après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quels usages. On y reviendra dans un instant. Alain Sommerlat, vous venez de le dire, l'objectif c'est donc une fibre pour tout le monde, en tout cas accessible d'ici la fin de l'année. Il nous reste 3 mois sur la fin 2022, ce qui veut dire que tout le monde aura la fibre chez lui? Non, le réseau sera terminé, construit d'ici décembre 2022. Après, tout le monde n'aura pas forcément la fibre chez soi, parce que d'abord, il faudra passer une commande auprès d'un opérateur. Donc aujourd'hui, pendant toute la durée de la concession, les gens pourront se raccorder. Ils ne seront pas obligés d'être raccordés au 31 décembre 2022. Ils ont largement le temps de le faire. Mais en tout cas, leur commune ou leur prise sera éligible au réseau haut débit. En tout cas, donc toutes les communes auront la fibre dans leur sol, si on peut Sur dire leur ça, réseau, ouais, dans leur commune, sur leur sur le territoire. réseau. Et ensuite, ce sont aux particuliers de se rapprocher d'un opérateur. Voilà, en plus, ils auront le choix. Ça, c'est un peu l'avantage d'avoir construit un réseau neutre et non discriminatoire. C'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près une douzaine d'opérateurs grand public qui utilisent le réseau Losange et à peu près une soixantaine d'opérateurs professionnels qui utilisent ce réseau-là. Donc, en plus, non seulement vous allez avoir le haut débit, mais en plus, vous allez avoir le choix. Et il faudra juste simplement ne pas être paralysé par ce choix-là et oser faire jouer la concurrence. La fibre, c'est quelque chose, on le disait, qui est devenu très important. On parle notamment depuis quelques jours de toutes les démarches en ligne, du télétravail. Quel est le prix pour les personnes qui nous regardent, pour les particuliers? Quel est le prix de l'installation? Alors, le prix de l'installation, ça dépend de l'offre d'opérateur. Aujourd'hui, sur le réseau Losange, le raccordement, il est gratuit en tant que tel. Mais chaque opérateur proposera des frais de mise en service qui dépendent de sa politique tarifaire. En règle générale, en tout cas, tous les opérateurs sont à peu près alignés sur ces tarifs-là. Ça doit être entre 0 et une centaine d'euros grand maximum. Mais en tous les cas, tous les opérateurs proposeront un tarif unique que vous habitez en zone urbaine ou en zone rurale. Donc souvent l'installation est gratuite, mais c'est le forfait qui augmente un petit peu. Le forfait de mise en service lié à la politique tarifaire de l'opérateur en tant que tel. Julien Didry. Juste une précision par rapport à ce que dit Alain, c'est qu'effectivement tout sera fibré à partir le 31 décembre, mais il ne faut pas oublier les délais légaux de commercialisation. Donc ça veut dire que le 31 décembre ou le 1er janvier à minuit, ça ne veut pas dire que tout le monde l'aura. Ça veut dire qu'il y a quand même un délai légal de 3 mois. C'est parce que Losange est un opérateur d'opérateurs. Ce n'est pas un opérateur direct, c'est un opérateur d'opérateurs. Et donc la loi impose à Losange de laisser 3 mois aux opérateurs qui veulent venir. Parce que comme l'a dit Alain, il y a à peu près 12 opérateurs pour les particuliers qui viennent sur le réseau. Mais il se peut que dans une commune, on n'en trouve que 8 ou 10 parce que certains font le choix. Voilà. Une précision parce que après ils vont tous m'appeler, me dire au 2 janvier, ils vont appeler Julien sur la Meuse, ils vont dire Julien, j'ai pas la fibre. Non, donc effectivement, Julien, tu as raison. Les dernières communes qui seront livrées en décembre 2022,
devront effectivement attendre 3 mois avant d'avoir une ouverture commerciale et des opérateurs que leur proposeront des services. Quel est le coût de ce projet? Combien ça coûte de poser une installation fibre, par exemple? Aujourd'hui, l'investissement total du projet est de 1,4 milliard d'euros sur l'ensemble des 7 départements. Un investissement pris en charge par l'État, par la Ah, région? pris en charge par l'État, par les collectivités, par la région, par les départements, à hauteur de 15% de l'investissement, et 85% sont fournis par la dette et par des investisseurs privés qui sont dans mon tour de table. Euh, Donc, on- en l'occurrence, la Caisse des dépôts, le groupe NGE, Altitude Infrastructure, et un fonds d'investissement qui s'appelle Quero Capital. C'est donc un projet, vous l'avez dit, d'un peu plus de 5 ans. Est-ce que la région Grand Est et le département de la Meuse étaient en retard par rapport au reste de la France? Étant en retard, la bonne idée qu'a eue la région à l'époque, Philippe Richert, c'est de pouvoir travailler ensemble avec les départements et de lancer ce projet-là commun. Ce qui fait qu'on a été un des premiers projets à être lancé à cette envergure-là, avec cette capacité d'attirer tous les opérateurs sur le réseau. Donc non, on n'était pas en retard, on était plutôt en avance par rapport au reste du territoire. Mais aujourd'hui, toute la France est équipée de la fibre? Non, toute la France n'est pas encore équipée à la fibre. Les premiers projets, il y a des projets qui ont été livrés, notamment dans l'Aisne ou dans des territoires voisins, mais on sera la première grande région complètement fibrée. Et d'autres projets sont encore lancés. Les derniers ont été attribués il y a quelques années, tout juste quelques années. Julien Didry. Oui, sur ce point, c'est important de souligner un point justement, c'est que le département de la Meuse, comme beaucoup de départements, avait une stratégie numérique avant le plan de la région Grand Est, sauf que le modèle économique était insoutenable. Si je prends l'exemple, par exemple, de la communauté de communes, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, pour fibrer tous les foyers, ça aurait coûté 4,7 millions d'euros à la communauté d'agglo. La communauté d'agglo avait fait le choix stratégique avec Samuel Hazard. On l'aurait fait, mais il y a plein de codécoms en Meuse qui n'auraient jamais eu les moyens. Et donc, pour ramener un petit peu, pour donner une ordre d'idée, le coût de la prise à l'époque était de 1 000 euros, la prise, c'est-à-dire par maison. Aujourd'hui, 1 000 euros par maison. 1 000 euros par prise. C'était le coût moyen en Meuse. Et avec le plan région Grand Est et avec Losange, donc le coût est ramené pour la Meuse à 100 euros et le GIP met 50 euros. Ça veut dire que maintenant, les comités de communes, au lieu d'avoir 1 000 euros par prise à payer, eh ben, ils n'ont plus que 50 euros grâce à ce travail intelligent de coopération et de ce groupement public-privé. Alain Sommerlath, je reviens vers vous. Qui a été prioritaire dans ce projet Losange? D'abord les grandes villes, les plus grandes communes, ou alors à l'inverse les communes qui étaient dans des zones blanches, dans des zones où on ne captait même pas la 3G? Non, le message était assez clair, le cahier de charge était très précis. On devait d'abord favoriser les villes qui n'avaient pas de très haut débit, les villes prioritaires. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué dans un déploiement industriel en 5 ans de câbler uniquement que les villes prioritaires. On a dû raisonner à l'échelle d'un découpage technique, ce qu'on appelle la zone arrière d'un sous-répartiteur optique. Et donc, à partir du moment où on s'est lancé dans le fibrage de ce sous-répartiteur optique, on a fait les villes prioritaires, on a emmené en même temps des villes moins prioritaires. Donc, il y a eu une logique de volonté d'aller desservir d'abord les moins bien desservis en termes de débit, mais mécaniquement, par l'industrialisation, on a emmené des villes qui avaient aussi du haut débit, du bon débit par ailleurs. Julien Didry, je me tourne vers vous. La fibre, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans la vie des Meusiens? Alors maintenant, l'enjeu, il est là, parce qu'effectivement, on pense tout de suite aux usages personnels, effectivement, la télé, le télétravail maintenant, enfin voilà, et puis les jeux vidéo, parce qu'il y a même des gens d'un certain âge qui sont des geeks et qui jouent aux jeux vidéo, mais le vrai enjeu stratégique pour la Meuse, il va être sur les usages de demain. Alors, si vous me permettez, Tom, je peux faire un point sur le Pays de Verdun et on va revenir après avec Alain, mais je veux dire, on était assez quand même précurseurs avec l'équipe du Pays de Verdun et Lorraine notamment, sur la vision stratégique en termes de numérique qu'on a lancée en 2014. Et donc, on a mobilisé une enveloppe après une candidature à EMI auprès de la région Lorraine à l'époque. Et on a eu 1,9 million d'euros pour justement
démocratiser, dynamiser, sensibiliser autour du numérique et puis commencer le développement. Et on le voit d'ailleurs, vraiment, on peut dire ça humblement, mais sur la cartographie de la Meuse, quand on voit un petit peu tous les lieux numériques, on voit bien que le Nord est un peu en avance. C'est pas une critique, mais c'est un constat. Et donc, on a pu œuvrer dans pas mal de domaines, notamment avec des axes stratégiques autour de la montée en compétences, autour de l'accompagnement des acteurs économiques. Je prends l'exemple de Côté Meuse, qui est c'est pas une plateforme de e-commerce, c'était vraiment côté Meuse une démarche d'acculturation des commerçants à changer leur modèle de marketing avec une logique de retour en magasin. C'est-à-dire que le but du jeu, ce n'était pas de concurrencer des acteurs puissants qu'on connaît bien, mais plutôt de favoriser le retour en magasin. Et d'ailleurs, on a aussi mis dans la boucle Big Gift, qui est bien connu au niveau national, pour favoriser le commerce local. Et puis, on a aussi fait du développement de tiers-lieux, du coworking. On a fait pas mal de sensibilisation. Mais le vrai enjeu maintenant, demain, et peut-être que Alain peut en parler, mais ça va être effectivement la ville intelligente. Et je pense qu'on est vraiment à un moment. J'aime bien la ville intelligente parce que finalement, depuis des années, il y a un débat sur la ville intelligente. C'est quoi la ville intelligente? Qu'est-ce qui est intelligent? Qu'est-ce qui n'est pas plus intelligent que nous, l'homme? Pour moi, la ville intelligence, c'est plutôt l'intelligence des gens à pouvoir revoir leur manière de consommer. En plus, aujourd'hui, avec le débat qui arrive autour de la crise énergétique, mais comment on va pouvoir utiliser notamment, mais pas que, les outils numériques pour pouvoir piloter son quotidien, entre guillemets piloté, mais c'est-à-dire comment on peut consommer moins d'énergie, comment on peut optimiser nos ressources. Voilà. Et là, Losange peut peut-être, et Alain peut peut-être nous parler un petit peu du rôle demain que peut avoir Losange, toujours dans une logique d'opérateur. Losange n'est pas là pour aller commercialiser auprès des particuliers, mais là, au niveau des usages, Alain, tu peux peut-être nous préciser la particularité pour demain, pour les villes intelligentes, entre guillemets. Oui, effectivement, Losange est né d'abord dans la politique d'aménagement du territoire, donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Mais ensuite, il y a une deuxième politique qui s'installe, c'est tout ce qui est transition numérique, écologique, etc. Et on est bien aujourd'hui au cœur du problème avec cette sobriété énergétique qui nous attend. Donc, Losange doit se positionner là-dedans. La fibre doit être utilisée pour ça. Tout d'abord, tout simplement en concentrant les données, avoir un rôle de collecteur de données. Ensuite, avoir un rôle d'analyse et de croisement de ces données-là. Donc ça, c'est de l'enseignement. Et ensuite, d'avoir éventuellement la capacité de soutenir les collectivités dans le cadre du pilotage et du contrôle de ces données. Donc aujourd'hui, je mets en défi une collectivité qui à l'heure actuelle où je vous parle, je ne pense pas qu'elle sache exactement combien consomment tous ces bâtiments de son patrimoine, ou qu'elle connaisse la consommation électrique de chacun de ces bâtiments. Donc effectivement, on a un rôle de collecteur de données et ensuite d'accompagnement de ces collectivités, de ces petites collectivités, parce que je rappelle quand même que le territoire de Losange, c'est à peu près 3500 communes, donc 91% sont des communes à moins de 2000 habitants. Et il faut donner le moyen à ces collectivités de pouvoir piloter et contrôler leur consommation, leur fuite d'eau, etc., etc. Mais alors, et par ce biais-là, voilà, nous allons lancer 2 expérimentations, notamment une dans la Meuse, pour en tirer les conclusions de collecte de données, d'enseignement, de pilotage et de contrôle de tous ces capteurs, de toutes ces informations-là qu'on peut remonter et collecter à travers la fibre. Quand vous parlez de ville intelligente, Julien Didry, c'est quoi concrètement? C'est des services que vous proposez aux habitants d'une commune qui passent par le numérique, par des applications? On a du mal à comprendre. Oui, je comprends. Mais ça fait le lien avec ce que vient de dire Alain, c'est que quelque part, là, les 2 expérimentations, une en Meuse, qui va être notamment une en Meuse, le but du jeu, ça va être de travailler sur des capteurs. Donc les capteurs peuvent piloter l'éclairage public, les capteurs peuvent piloter la consommation de l'eau, les capteurs peuvent piloter la collecte des ordures ménagères. Donc voilà, les capteurs, eux, ils vont remonter de la donnée à ce qu'évoquait tout de suite Alain. Et du coup, à partir de ces données-là, c'est là où on peut, de manière intelligente, dire attention, là, il y a une telle consommation, on doit baisser, on réduit la lumière à cet endroit-là, on optimise l'arrosage d'espaces publics. C'est vraiment ça, la ville intelligente. Et alors, la fibre, qu'est-ce que ça apporte? La fibre, c'est déjà d'avoir accès à Internet, parce que dans l'absolu... Mais on avait déjà accès à Internet avant. Oui, mais pas partout. Pas partout en Meuse. Ah non, parce qu'il y a encore des... C'est bien de le souligner. C'est bien, pas partout en Meuse, attention. Non, et encore une fois, il n'y aurait pas eu le projet... Grand Est Losange, je peux vous dire qu'il y en a encore aujourd'hui qui sont en train de ramer avec, vous savez, les modems qui faisaient pour les plus anciens. Non, c'est ça. Alors après, évidemment, c'est une des parties, la partie ville intelligente, mais c'est aussi
quand on parlait, en tout cas tout à l'heure, de télétravail, de tiers-lieux, c'est tous ces usages qui sont importants parce que Alain l'a signalé, il a parlé d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, lié aux difficultés malheureusement du Covid et tout, mais il y a eu un changement de paradigme et aujourd'hui les territoires ruraux ont vraiment un avenir et avec ces technologies-là, la fibre aujourd'hui, demain la 5G, derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut vivre, travailler en Meuse, se déplacer, aller à Paris, revenir, mais pas beaucoup à Paris, plutôt à Marseille, revenir, travailler, vivre, aller à Nancy, Metz, pour de la culture, revenir, accéder à la culture via des outils comme on a autour ici, les microfolies et compagnie. Là, on ne va pas me contredire, mais c'est pour ça que moi, où je vais, partout où je vais, partout en France d'ailleurs, quand j'interviens sur le numérique, et d'ailleurs, on ne sent... Le problème, c'est qu'on ne prend la valeur des choses que quand elles nous manquent. Et quand nous, on est là, on se dit, la fibre, elle arrive quand, machin et compagnie. Moi, je peux vous dire, quand je vais à l'extérieur, je dis, vous avez une sacrée chance, quoi. Parce que ce plan ambitieux, effectivement, qui avait été initié, lancé, imaginé par Philippe Richer, l'ancien président de la région Grand Est, notamment sur la région Alsace, qui a été après déployé sur tout le Grand Est, c'est une chance unique en France. Mais vous avez observé justement des profils de personnes qui vivaient dans des grandes villes, Paris ou même plus petites, Nancy, Metz, et qui justement sont venus dans des territoires plus ruraux parce qu'ils ont la fibre et parce qu'ils peuvent télétravailler? Ah oui, mais j'étais encore hier avec une personne d'une commune qui n'est pas encore fibrée, Alain, et qui va y être au dernier trimestre. Bon, là, elle travaille dans un petit village, mais elle a été obligée de partir de ce petit village juste quelques mois parce qu'elle a une deuxième maison, dans un lieu un petit peu plus ensoleillé. Elle va télétravailler, mais elle revient. Donc, on est à un changement de monde dans le sens où les gens, avec notamment le Covid, ont pris, pas pris conscience, mais en tout cas, ils veulent donner un autre sens à leur vie. Et donc, du coup, arrive un moment donné dans leur vie, ils veulent un peu de qualité de vie et compagnie. Donc là, alors, est-ce qu'il y aura un exode urbain? On sait d'ailleurs, toutes les statistiques le montrent, que 70% des gens de l'Île-de-France veulent quitter l'Île-de-France. Ce n'est pas la première destination, évidemment, la Meuse aujourd'hui, mais ça va le devenir. Mais vous regardez dans l'Ouest, actuellement, il y a une crise de l'immobilier, il y a une crise des locaux. Ça a pris 30% parce qu'il y a une vraie attente, appétence à avoir de la qualité de vie. La Meuse a l'autre atout. La Meuse, c'est aussi du sport, du loisir. Il fait bon quand même, il fait très bon. Donc voilà. Non, et puis on le sent vraiment dans les études qu'il y a une vraie attente de qualité de vie. Vous l'avez senti, Alain Sommerlath, en développant la fibre un petit peu partout dans le Grand Est, que le Covid avait bouleversé les modes de vie? Ah oui, le Covid a clairement. Moi, je l'ai surtout senti sur l'appétence qu'ont eu les gens et sur la pression d'avoir un raccordement le plus vite possible. On a eu des taux de croissance d'abonnement pendant la période de Covid qui étaient colossales. On est passé d'un niveau de 7 000 à 8 000 raccordements mois à quasiment 20 000 par mois pendant la période de Covid, donc ce qui était énorme. Donc c'est là où on voit bien que la notion de télétravail ou de rester chez soi est devenue primordiale. Il y a une vraie demande de la fibre. Oui, mais Oui. par contre, ce qui manque, non, c'est pas ce qui manque. Le vrai travail qui va être à faire, c'est parce que il y avait encore une réunion publique jeudi soir à Varennes en Argonne, il y avait près de 200 personnes. Et dans ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à vraiment un accès à Internet limité. Donc eux, ils viennent surtout pour des usages du quotidien. Le vrai enjeu, Alain, on en parle souvent, ça va être de montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec la fibre. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce qu'on peut faire avec la fibre et ce que ça peut apporter dans leur quotidien, en termes même des pilotages. Je prends toujours cet exemple. Bon, moi je suis un vieux geek, mais moi ma maison est pilotée avec des objets connectés. Vraiment très simple et ça ne coûte plus cher aujourd'hui. Et ben, en un an de temps avec mes objets connectés, pilotage de la lumière, du chauffage et tout, j'ai baissé 10% la consommation d'électricité, 10% de gaz. Alors, le prix il est le même, mais forcément, c'est l'augmentation. Mais ce qui veut dire que grâce à ces technologies-là, grâce à la promotion des usages qu'on va faire, on peut permettre aux gens d'économiser de manière intelligente. Je préfère faire ça, c'est-à-dire piloter ma maison, que de prendre une douche un jour sur deux et de faire pipi dans la douche. Chacun sa vie. C'est bien de le souligner, on est en pleine crise énergétique, vous le disiez tout à l'heure. On parlait du télétravail qui, maintenant, avec la fibre, peut être réalisé sans grands encombres. C'est vrai donc pour les salariés en télétravail, mais aussi pour les entreprises, Julien Didry, qui peuvent s'installer dans des territoires ruraux. Disons que, en plus, on a eu, j'invite nos amis qui nous écouteront en replay de regarder les différents podcasts. On a eu vraiment des séries intéressantes, notamment hier, on a aussi eu
l'association nationale des pays, voilà, qui, avec son directeur qui nous a montré qu'il était passé en 100% télétravail, avec une vraie logique de bilan carbone et compagnie. Bien sûr, tout ça n'est pas possible partout. Mais oui, et puis l'intérêt pour nous, alors en tout cas en Meuse, on ne dit pas qu'on va faire venir toutes les entreprises en Meuse. Par contre, on a une vraie politique de développement des tiers-lieux, avec des incitations de... C'est quoi les tiers-lieux pour ceux qui ne connaissent pas? Les tiers-lieux, c'est un lieu entre le domicile et le travail, c'est-à-dire qu'effectivement, même s'il y a une attente, il y a une demande forte de télétravail, mais le télétravail à domicile a ses limites. Donc l'intérêt d'un tiers-lieu, c'est-à-dire ça peut être du coworking, mais il y a des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux d'activité, il y a vraiment tout, des lieux de création, des Fab Labs et compagnie. Mais si on prend rien qu'un tiers-lieu d'activité pour les entreprises, c'est-à-dire que là, un peu comme on a à Bras au Numéripôle, différents salariés de différents horizons viennent à télétravailler proche de chez eux, mais en plus, on leur ajoute du lien social, de l'échange, de la mixité. Et là, nous, on a une vraie politique, alors plutôt au niveau département, de développement des tiers-lieux, avec une politique incitative de la non-mobilité pour les entreprises. C'est-à-dire que nous, on ne demande pas à toutes les entreprises de venir en Meuse, parce qu'on ne pourrait pas les accueillir trop rapidement, il faut qu'ils se calment, mais quand même. Mais par contre, qu'ils mettent des salariés dans nos tiers-lieux, et nous, on pourra avoir des CE pour quelque part les inciter à faire venir des salariés plus proches de chez eux. C'est ça l'enjeu, c'est la non-mobilité aussi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte en installant la fibre que c'est beaucoup plus que le fait de télécharger un film beaucoup plus rapidement. Évidemment, non, mais on peut comprendre, les gens, je veux dire, c'est le premier usage. Mais nous, derrière, et puis depuis longtemps au Pays de Verdun, évidemment, Alain et Losange et la région Grand Est ont une vision plutôt stratégique. Et on ne sait pas encore, on ne sait pas encore, tout le monde n'a pas encore conscience de ce qu'on va pouvoir faire avec la fibre optique et demain la 5G, parce que la 5G c'est un autre débat, mais c'est hyper important. C'est pas le téléphone plus rapide pour regarder une vidéo, non, c'est les usages, notamment des véhicules autonomes, tout le pilotage de la ville intelligente aussi que va apporter la 5G. Et alors justement, on parle de la fibre, en faisant des recherches, en préparant cette conférence, j'ai entendu parler de bifibre. Oui, c'est quoi? Alors la bifibre, c'est Alain qui pourrait en parler mieux que moi, mais Losange, quand ils ont déployé avec la région Grand Est la fibre optique, les gens ne le savent pas, mais il y a une fibre noire, ce qu'on appelle une deuxième fibre qui est à côté, qui peut permettre, peut-être demain, mais ça Alain va en parler, peut-être sur de la télémédecine, du maintien à domicile. Alain, mais pareil, je te laisse évoquer. Oui, mais effectivement, le réseau a été conçu pour pouvoir absorber de la croissance, notamment à travers cette techno de bifibre, ou même tout simplement de sa capacité propre du réseau. Parce que je suis intimement convaincu que demain, on ne connectera pas que les maisons, on connectera les poubelles, on connectera les armoires d'éclairage public, on connectera l'arrosage automatique du stade de foot, etc. Donc on doit avoir un réseau évolutif avec une capacité de densification le plus efficace possible. Alors aujourd'hui, un petit bémol quand même, malheureusement aujourd'hui, les grands opérateurs sont plutôt, à travers les abonnements, et j'ose le dire ici, un peu destructeurs de ce réseau-là. Donc il faut qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec ces opérateurs-là pour améliorer la qualité du raccordement qui aujourd'hui est un peu catastrophique. Mais ce réseau-là va vivre, va évoluer et va se densifier d'une manière assez importante. Pour conclure donc, la fibre pour les particuliers qui nous regardent dans les prochaines semaines, prochains mois, pour ceux qui ne sont pas équipés, en tout cas pas éligibles, pourront le faire en se rapprochant de leur opérateur. Et pour tous les autres, on l'a bien compris, Julien Didry, la fibre, ça va devenir important et ça va devenir au cœur de la vie des salariés, des entreprises, des collectivités dans les prochaines années. Et puis maintenant, notre rôle au niveau du Pays de Verdun, on va continuer la sensibilisation, la promotion, l'explication, et au niveau du département de la Meuse, pareil, pour vraiment expliquer, parce que nous, on n'est pas opérateur d'opérateur, on n'est pas opérateur, on est juste aux côtés de la région Grand Est et de Losange pour inciter les gens à déployer la fibre. Et je peux juste rajouter un dernier point, c'est que là, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le Pays de Verdun, sur sa stratégie leader, c'est-à-dire les fonds européens, peu importe, on a mobilisé 1,9 million à la première AMI. Et là, on arrive dans une deuxième AMI, c'est-à-dire qu'on va, à partir de 2023, on va rentrer dans une nouvelle candidature et on est en train de définir les axes stratégiques qu'on va mettre en place. Donc, l'argent, et le numérique en fera partie. Le numérique en fera partie, mais le vrai thème, ça va être la transition dans tous les domaines. Merci en tout cas Alain Sommerlath d'avoir été avec nous en visioconférence ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Losange Fibre et vous avez toutes les informations sur internet bien sûr en tapant Losange Fibre. Et merci à vous Julien Didry. On aura l'occasion de reparler de numérique avec vous très bientôt, président du Pays de Verdun, vice-président du département de la Meuse en charge du numérique et de l'innovation. Merci à vous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes à 11h pour une prochaine conférence. À tout à l'heure.
Merci. Au revoir.